Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 10 mars 2012. Je commence cette vidéo-là, je suis exacerbé. Ça fait au moins 8 fois que je la recommence. Mon ordinateur gèle, YouTube plante, le téléphone sonne. Bref, je ne sais pas si celle-ci, ça va être la bonne, mais je l'espère parce que je suis en train de devenir fou. Alors voilà, aujourd'hui, je vais vous lire L'amour des maîtres, un passage de L'amour des maîtres de Mélissa Grégoire, livre que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai écrit un petit texte d'introduction qui s'appelle L'amour des maîtres, l'amour du pauvre. Mais avant, je voulais vous rappeler que demain, pour ceux qui écoutent ces vidéos, que demain a lieu à Westmount, demain dimanche, le 11 mars 2012, a lieu à Westmount la 20e édition du Salon ancien du livre de Westmount, animé, créé par M. Wilfrid de Freitas. Ce salon-là aura lieu au 95 chemin de la Côte Saint-Antoine, 95 chemin de la Côte Saint-Antoine, de 10h à 17h. Donc, demain, dimanche, le 11 mars 2012. L'amour des maîtres, l'amour du pauvre. Nous appartenions à une colonie. Nous appartenons dorénavant à une succursale américaine, car nous faisons partie intégrante du marché intérieur américain. Et depuis toujours, une bonne part de nos élites politiques, économiques, se sont vendues aux plus offrants. Notre premier ministre actuel tient un buffet ouvert. On s'y précipite. Chacun faisant un peu de service public. On y chuchote même le mot sacrifice en remplissant à rebord son cabaret. Il lui tarde aussi à ce premier ministre de remplir le sien, mais il lui manque le momentum et l'occasion de s'en aller sans que ça paraisse trop. Et comment se servir sans que cela soit trop évident. Cet opportunisme n'est pas une caractéristique des peuples, c'est une caractéristique de classe. C'est la bourgeoisie qui a mis Hitler au pouvoir. Des riches juifs ont même financé sa campagne. Et il faudrait... Oui, ces mêmes juifs qui ont financé sa campagne. Ils ont cru qu'ils défendraient les intérêts de leur classe. Ici, il faudrait peut-être rappeler que le groupe qui a le plus collaboré avec le régime nazi, ce sont les universitaires. Et celui qui a le moins collaboré, ce sont les ouvriers et les classes laborieuses, les paysans aussi, qui eux n'ont pas collaboré avec le régime hitlérien. C'est également la bourgeoisie française qui s'est couchée devant les armées hitlériennes, voyant une belle occasion de faire du business. Par contre, il faut dire ici qu'au Québec, la Révolution tranquille, qui a été une bonne chose dans l'ensemble, a été amorcée par la bourgeoisie canadienne-française, naissante, et qu'elle avait du courage et de la générosité et de l'élan dans son projet. Aujourd'hui, on peut peut-être critiquer ce projet. Il faudrait ne pas oublier d'où nous venons. Mais hélas, vient un moment où la bourgeoisie se replie sur elle-même. Elle devient crispée, frileuse, tout en prétendant s'ouvrir sur le monde, en anglais, s'il vous plaît. Et qu'elle est prête à collaborer avec quiconque lui assurera la pérennité de ses privilèges. Aussi, ce sont des milliardaires américains qui financent en ce moment le Tea Party et qui soufflent sur les braises du mécontentement populaire pour faire un écran de fumée afin de dissimuler leurs responsabilités et de continuer de profiter de la situation. Ce préambule pour vous parler de ce livre, L'amour des maîtres de Mélissa Grégoire. Je dirais, voilà un vrai livre, écrit dans une langue juste, sans affaîtrie, et dont le sujet principal est l'amour des livres et l'amour d'un maître. Cette jeune femme, issue d'un milieu modeste, est consciente du pays dans lequel elle vit et de la langue avec laquelle elle travaille. Cette jeune femme n'est pas une colonisée. J'utilise le mot colonisé. J'aurais pu utiliser le mot aliéné également. Peut-être aurait-il été plus juste. Donc, ce livre qui n'est pas écrit dans une langue improbable, reflet d'un faux self, ou encore dans une langue neutre, et qui se déroule dans un camp soviétique, ou encore écrit en anglais mais traduit en français.
dans une pirogue, accompagné d'une panthère. Ce livre se passe tout simplement ici. C'est plutôt étonnant, et assez étonnant que je me devais de le signaler. Le titre est beau également, L'amour des maîtres. Il suggère plusieurs sens. Et les assonances sont également belles à l'oreille. Et malgré son apparence humble, c'est un livre qui est, à mon avis, follement ambitieux. Parce que Mélissa Grégoire a l'ambition d'être soi. Cette ambition folle et courageuse d'être soi. Et qu'elle inscrit ses pas dans les pionniers qui ont voulu une littérature d'ici, que sont les Gabriel Leroy, Ferron, Beaulieu ou Poulain. Alors pourquoi ce long préambule du début? C'est qu'il me semble qu'il y a un nombre sans cesse croissant d'écrivains qui se détournent non seulement de sa langue, la langue de ce pays, mais de sa réalité, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et qu'en fin de compte, il nous faut encore reprendre sans arrêt le fil de cette histoire, notre histoire, qui disparaît elle aussi, comme beaucoup de peuples, dans la rumeur marchande, et que certains livres, finalement, ne sont que des produits culturels, pour un peuple qui a peine à exister, et que nos élites intellectuelles, cette fois-ci, se vendent également, mais autrement, et sous d'autres latitudes. Alors voilà, c'était ce petit préambule, en espérant que cette vidéo ne s'interrompra pas cette fois-ci, pour la 8e fois peut-être. J'ai beaucoup de choses à faire. Demain, je dois préparer ce salon-là. Alors, allons-y. Il y a bien des passages que j'aurais pu... Mais j'ai choisi le passage où la jeune Agnès raconte que le prêtre de son village lui a enseigné l'amour de la littérature, le premier maître. Des roses, le père Larocque passait Saint-Augustin pour fortifier en moi l'expérience de la foi. Écoute ce que tu ne vois pas, et tu verras ce que tu as écouté. Ou celle de l'amour et du bien. Aime et fais ce que tu veux, en précisant ce qu'était cet amour. Si tu aimes vraiment dans un esprit de charité, de tout ce que tu feras, il ne pourra rien sortir de mauvais. Mais attention, jeune fille, l'amour, ce n'est pas la concupiscence. Comme je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, il définissait, après avoir toussé une ou deux fois, ce mot qui était le contraire de l'amour. La concupiscence, bien sûr, est un vieux mot d'église, mais il reste que c'est le plaisir de la chair sans l'amour. Un jour, il m'avait raconté son premier voyage en Europe, où il était allé poursuivre des études spéciales à l'Institut Angelicum. C'était au mois d'août, en 1960. J'avais embarqué à bord du SS Omri. La traversée de l'Atlantique avait duré une semaine. Une vraie aventure, mon enfant. Puis il m'avait montré quelques photos, en noir et blanc, des fresques de Michel-Ange. Ça, vois-tu, c'est ce qui décore la voûte de la chapelle Sixtine. Le père tournait les pages de son album. Regarde, ce sont les épisodes de la Genèse. Il disait aimer tout particulièrement celui intitulé Le péché originel et le renvoi du paradis terrestre, parce que c'était dans cette scène que tout le destin de l'homme s'était joué. Tout part de là, de cette faute d'orgueil, vois-tu. Et il faut en tirer une leçon pour ne pas la répéter, pour montrer à Dieu notre volonté de nous incliner devant lui. Tu comprends? J'avais fait signe que non, car je ne comprenais pas où était la faute dans cette fresque. Alors, il était allé chercher la Bible, avait lu un extrait de la Genèse, Adam et Ève, chassés du jardin d'Éden, et pris une bonne demi-heure pour m'expliquer la métaphore de l'arbre et du serpent. Enfin, pour m'arracher à l'hébétude dans laquelle son explication m'avait plongé, il avait brusquement fermé la Bible et m'avait montré une photo de lui, à genoux et en soutane, se faisant bénir par Jean-Paul II. « Oh, wow, vous étiez jeune dans ce temps-là » m'étais-je écrié, tout en regrettant de ne pas l'avoir connu à cette époque. Après avoir lu l'extrait d'une œuvre qu'il jugeait importante, il enlevait ses lunettes et refermait le livre énergiquement. « Qu'en penses-tu, Agnès? Ou bien, que vois-tu là-dedans? N'y a-t-il pas quelque chose qui t'étonne? » Les questions me rendaient nerveuse, et je voulais tant ne pas le décevoir que je ne pensais ou ne voyais rien.
Je penchais la tête sans rien dire. Parfois, je risquais une réponse. Ben, ils s'aiment, mais ils peuvent pas. Le père me reprenait aussitôt. Voyons, Agnès, force-toi un peu. Pourquoi ils ne peuvent pas s'aimer? Ben, c'est les autres qui veulent pas. Mais ils s'aiment quand même, eux autres, là. Le père faisait craquer ses doigts pour contenir son impatience. D'accord, mais qui sont les autres? Et pourquoi ces autres-là ne veulent pas que Roméo et Juliette s'aiment? Comme je ne disais rien, il réprimait difficilement son agacement en s'adressant à un interlocuteur invisible. Non, non, ce n'est pas vrai que cette petite fille est bête. Je comprenais qu'il pensait le contraire de ce qu'il disait, et je me mettais à pleurer. Le père restait immobile un moment, comme sous le choc, et au lieu de me prendre dans ses bras pour me consoler, il allait fouiller dans l'armoire de la salle à manger, où étaient stockés des sacs remplis d'hosties. D'un geste lent, il m'en donnait quelques-unes. Tiens, prends. Si tu veux, on va passer à Lamartine, un de mes poètes préférés. Quand il avait fini de lire le poème, le père me demandait encore mon avis. Alors, tu trouves ça beau? Je le regardais gêné. Il lui faisait signe que oui. Satisfait de la réponse, le père continuait sa leçon. D'après toi, que veut dire Lamartine par autant suspends ton envol? Je me dépêchais de me mettre une hostie dans la bouche pour me donner le temps de réfléchir. Puis, je m'aventurais dans une phrase. Ben, ça veut dire que le temps est un oiseau. Le père me félicitait et me donnait 2 autres hosties en récompense. Mange-les pas trop vite, celles-là. Je viens de te les bénir. Il passait à d'autres poèmes. Il avait le don de faire jaillir d'eux un sens, une vérité, quelque chose de lumineux que j'étais incapable de découvrir par moi-même. Et ses explications, qui prenaient souvent la forme de comparaisons, étaient toujours infiniment simples. Tu vois, ce poète-là souffre pour la même raison que toi, quand tu vois la noirceur tomber, quand ta mère t'oblige à aller te coucher. Je me demandais bien pourquoi le poète n'avait pas écrit son œuvre avec la même simplicité, du premier coup. Quand je revenais du presbytère, triste d'avoir quitté le prêtre, je montrais à ma mère les livres et les cadeaux qu'il m'avait offerts. Il y avait entre autres un petit dictionnaire latin-français, des photocopies des plus belles pages de la flore laurentienne, des cassettes de Bach, Faust de Gounod et une polonaise de Chopin. Une vieille édition de l'anthologie de la poésie française de Georges Pompidou. Ma mère regardait à peine toutes ces choses, qu'elle jugeait au fond insignifiantes. Puis, elle s'emparait d'un chiffon. Vite, enlève-moi ça sur la table, on va dîner, va te laver les mains. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être là. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde 100. Vous pouvez devenir camarade Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez également me téléphoner, 514-736-0999. Vous pouvez également venir me visiter à ma librairie, le Livre Voyageur. Et je vous rappelle que demain, c'est le 20e Salon du Livre Ancien de Westmount. Si vous voulez me rencontrer, on va se serrer la main. Et au 95, chemin de la côte Saint-Antoine, Westmount. 95, chemin de la côte Saint-Antoine, Westmount. En espérant cette fois-ci, pour la 8e fois, que cette vidéo-là soit bien enregistrée. Merci et bonne journée.